Bonjour, je ne suis pas Jacques Pradel, Bonjour, je ne suis pas Eva Mendes. mais vous êtes bien sur AHP. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'AHP. Pour m'accompagner, comme d'habitude et avec grand plaisir, Sandy, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, mieux que toi parce que t'es malade. Ouais, vite fait, oui, un peu de courbature, tout ça, mais ça va. Ah là là, la bonne vieille grippasse. C'est ça. Ou un petit Covid? Carrément pas, je vois personne. Ouais, mais l'orgie qu'on a fait le week-end dernier, peut-être. Ouais, non, t'as raison. Non, non. On avait con. nos tests, T'es con. On fait pas ça. Un épisode un petit peu différent, puisque on va faire la reco avant. Oui, ça va être une reco spéciale sortie. Ouais, d'un film, d'un projet, pour lequel on a eu quand même un très très gros coup de cœur. Ah oui, de ouf. Donc ce film, c'est Glitch, de Voilà. Hugo Konig. Donc effectivement, donc c'est Hugo Konig qui revient après l'excellent Night Shot. Voilà. Oh bah c'est même pas kiffé, c'est sûr kiffé. Hein. Je Ah oui, grave. flais énormément avec Night Shot. T'es son plus grand fan de toute façon. Non, j'ai peut-être pas dire jusque-là. Je ne connais pas tous ces fans, mais non, j'ai vraiment été impressionné. J'ai vraiment aimé ce film. Et donc quand on a pu voir Glitch il y a quelques semaines, Ouais. j'étais un petit peu foufou. De ouf. De ouf, et il est tellement différent de Night Shot, mais en même temps toujours aussi bien. Enfin, pour moi, moi je préfère quand même Glitch à Night Shot, même si Night Shot est vachement bien. Ouais, moi ça serait dur d'avoir une préférence, sincèrement. Mais ça reste quand même un fun footage. Là, un peu drame fantastique et plus, mais je peux pas dire le plus. On peut dire qu'il y a quand même psychologique, mais on n'en dira pas plus. Ouais. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de psychologique. Oui, carrément. Alors, pour le synopsis, bah, tu sais quoi, je vais pas me faire chier. Je vais prendre la publication que tu as fait sur ta page Insta, hein, puisque D'accord. on rappelle, tant qu'on y est, hein, que tu as une page Insta qui s'appelle Tu connais ce film d'horreur, où tu nous parles donc d'un film toutes les semaines. Oui. Un film d'horreur que tu estimes pas assez connu. Et là, comme on a eu la chance de voir Glitch il y a quelques semaines et qu'il sort là, à cette période d'Halloween, tu nous as fait une publication. Et donc, je vais utiliser ton synopsis, hein, parce qu'il est très bien. D'accord. Donc, 4 amis vidéastes partent rejoindre une guide spécialisée dans l'urbex un peu extrême, pour tourner un documentaire sur une forêt réputée hantée. Malheureusement, ce qui les attend va dépasser leurs espérances. Alors ouais, c'est vague. C'est très très vague, mais c'est très très dur d'en dire plus. Non, ouais, ça serait tellement con d'en dévoiler plus, parce que quand on a la surprise, c'est super kiffant. C'est ça, et le film est très intelligent. Enfin, Ouais. on en a beaucoup parlé, hein. Oui, Je t'en ai énormément. encore parlé la semaine dernière, parce que il y a peut-être des trucs qui peuvent paraître illogiques ou de trop, et tout, et quand on se refait tout ça, enfin, pour moi, tout se tient du début à la fin. Une fois qu'on y réfléchit bien, tout se tient du début Oui, à la c'est fin. ça. Séparément, tu peux te dire, ah, il y a peut-être une incohérence, et au final, non, il n'y en a pas. C'est ça, incohérence ou quelque chose, tu te dis ça sert à rien dans le film. Mhm. Et quand Et tu au penses final- vraiment à tout le film, tu dis bah À l'ensemble. non, tout se tient et tout a un sens. Alors pour les acteurs, Oui. il y a peu d'acteurs, ils sont 5 dans Ouais. le film. Marielle Louise Compin. Mhm. Alors attention, je suis désolé pour la prononciation. Je suis pas spécialiste. Ania Klobukowska, Frédéric Villabruna, Clarence Cassard et Lila Messiliti.
Voilà. Et à eux 5, ils font un super boulot. Oui, carrément. Parce qu'autant Nightshot, il a eu son petit truc de ce fameux plan séquence d'1h30, autant là, je trouve que le truc, c'est de se dire qu'il y a eu énormément d'impro sur le film. Et en plus, tourné en très peu de temps. Oui, techniquement, on va dire 6 jours à peu près. Voilà, moins d'une semaine. Et franchement, pour moi, c'est un vrai tour de force, quoi. D'avoir la qualité de ce film-là quand on sait la durée du tournage, le budget, sûrement, qui ne devait pas être foufou. Okay. Le fait que ce soit énormément d'impro. Et ce film n'a pas du tout à rougir par rapport à des films à gros budget. Carrément pas. Alors en plus, ça n'a rien à voir, mais il se trouve que donc tu as pu vite fait pour ta page Insta demander des petites anecdotes, tu as pu converser avec le réalisateur. Ouais, très 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 sympa, adorable, hyper disponible. Franchement, c'était top. C'était tellement simple pour moi du coup de pouvoir faire cette publication, de pouvoir en parler, de mettre un petit peu plus en lumière à mon échelle évidemment. Et je me suis permise aussi de contacter les acteurs qui ont été adorables aussi avec moi et qui m'ont donné des petites anecdotes de leur ressenti sur le film. Et je les remercie énormément pour tout ça. Franchement, ils sont top. Alors, allez voir la publication de Sandy, parce que dans les anecdotes, il y en a une quand même qui est ouf. Ah oui. Surtout quand on a vu le film, on dit waouh. C'est ça. Et c'est une anecdote avec de toute façon, c'est pas un secret, mais c'est une anecdote avec un serpent. Donc si vous êtes arachnophobe, c'est des serpents, donc ça n'a rien à voir. Mais moi qui ai une peur panique des serpents, je peux vous dire que j'ai trouvé l'anecdote totalement dingue. Ah ouais, de ouf. Tu conseilles de se faire glitch pour un soir d'Halloween ? Ah oui, carrément. Oh oui, c'est idéal. Avec un petit paquet de bonbons, des petites bougies, c'est top. Et en plus, alors moi perso, je voudrais parler de on va dire la bande originale du film. Elle est courte, il y a 3 chansons. Hein. C'est ça. Les 3 chansons sont kiffantes. Oui, oui, de ouf. Et, du coup, il y en a une d'un groupe qui s'appelle After Us. Voilà, avec le titre Home Again. Home Again. Donc on est sur du rock mélodique. Oui, voilà. Et les 2 autres chansons sont du groupe Sliver. Alors, Sliver, je sais pas. Nous et l'anglais, ça fait 12, donc... Exactement. Et donc là, vous pouvez entendre en fond le titre Requiem, qui est dans le film, et en générique de fin, je mettrai leur autre titre, qui s'appelle Deepest Dream. Exactement, très sympa. Ah ouais. J'ai dû me les faire les 2 au moins une fois par jour dans la bagnole. Non, elles sont sympas à écouter. En tout cas, allez voir Glitch. Oui, il est dispo sur de plus en plus de plateformes. À l'heure où vous écouterez, avec un peu de chance, il sera sur quasiment toutes les plateformes. Pour les connaître, allez sur le site de Glitch. La page Instagram. De toute façon, on mettra le plus d'infos possible dans la description de l'épisode. Ouais, je mettrai la page Insta de tout le monde, les sites, tout ça. Et en tout cas, merci à toute l'équipe de tournage de Glitch. Oui, merci beaucoup. S'il y a un 3e film en tête ou quoi, moi je suis preneur. Hein. Franchement, carrément. On suit de près. Ouais. Bon, Sandy, on est quand même là pour enregistrer un épisode résumé. Oui, tout à fait. Est-ce que t'es prête ? Bien sûr. Alors, c'est parti. L'église catholique acheta cet endroit en 62 et le transforma en un sanatorium pour les criminels fous. La légende dit que lorsque vous étiez admis à Briarcliff, jamais vous n'en sortiez. Leur plus célèbre pensionnaire était un tueur en série qui avait pour nom... Bloodyface. Alors, on va commencer par l'épisode 8 qui s'appelle « Une nuit pas très sainte ». Exactement. Et l'épisode commence par une période que t'aimes particulièrement. Hein. Énormément. La période de Noël. C'est la Noël. C'est la Noël. Et donc on se retrouve dans une rue et on a le fameux Père Noël américain avec sa cloche dans la rue là.
Oui, en fait, il est devant une façade de centre commercial. Très peu de gens parce qu'il est tard quand même, mais on a donc une mère avec son fils. Le fils demande au Père Noël ce qu'il a envie pour Noël, et puis la mère met un petit bifton dans le panier. Et le Père Noël lui donne donc un sucre d'orge, et comme ça, le petit garçon peut lui dire exactement ce qu'il veut pour Noël. Et là, la mère s'aperçoit que le magasin est fermé, donc ils repartent de suite. Donc elle aura juste dépensé de l'argent pour rien. Un sucre d'orge. Oh, putain, à mon avis, elle a donné cher pour un sucre d'orge. Donc là, l'aventure du magasin s'éteint, ainsi que la musique de Noël. Et le Père Noël, il remballe ses affaires. C'est ça. Et il y a un type étrange qui commence à lui parler en lui disant que c'est pas bien ce qu'il vient de faire parce que il a promis à un petit garçon quelque chose il pourra pas tenir sa promesse. Ouais, alors toi t'as dit type étrange, moi j'avais marqué mec chelou. J'ai l'impression qu'on est à peu près pareil. Hein. Ah, après je l'appelle mec bizarre, hein, alors. D'accord. Mais bon, le Père Noël répond mec, attends, c'est bon. En gros, je fais mon boulot. Voilà. Si tu crois que ça m'amuse, hein, j'ai plein d'autres problèmes dans ma vie pour préoccuper de ça. Moi, j'ai écouté un petit garçon et puis c'est tout. Lui, c'est un peu extrême quand même, le mec. Ouais, parce que vrai. Du coup, il est pas content de sa réponse, donc il lui tire dessus. Ah, il fait ce qu'on appelle un headshot. Hein. C'est vraiment, il lui tire une balle en pleine tête. Et à ce moment-là, on a la fameuse année qui apparaît. Donc, on nous informe que nous sommes en 1962. Exactement. Et là, on se retrouve dans une maison. Oui, il y a une petite fille qui se lève la nuit, qui commence à descendre les escaliers pour arriver dans son salon. Parce qu'elle entend du bruit. Exactement. Et là, elle se retrouve devant un Père Noël sans barbe, avec un costume plein de sang. Et qui est le mec chelou de tout à l'heure. Hein. Exactement. Et là, la petite fille, elle lui fait remarquer que il a 6 jours d'avance. C'est ça, là, il commence à avoir une espèce de discussion théologique sur Noël. Pourquoi t'as pas de barbe ? Bah, je l'ai rasé. Enfin, il lui fait comprendre à demi-mot, enfin, c'est à demi-mot, mais c'est quand même fort, que le Père Noël n'existe pas. Oui. Il est en train de lui dire que c'est une foutaise, quoi. Mais la gamine, elle comprend pas trop, quand même. Hein. Elle voit juste qu'il y a le Père Noël dans son salon. C'est ça. Et là, il lui demande un service. Emmène-moi dans la chambre de tes parents. Et elle le fait. Et donc là, on a cette charmante petite fille qui commence à réveiller son papounet, qui lui fait Papa, joyeux Noël. Et là, le père, il lui dit quoi. Mais tu sais bien que c'est pas encore Noël, chérie, et tout. Et là, elle lui dit bah si, Père Noël, regarde, il est là. Et effectivement, hein, il se retourne et au-dessus du lit, en train de menacer sa femme, on a le Père Noël. Elle fait creepy, la gamine, à ce moment-là, quand même. À partir du moment où t'as une gamine qui réveille ses parents pour lui dire que le Père Noël est dans la pièce, ça peut être que creepy. Hein. Et là, du coup, il se retrouve dans le salon. Et le Père Noël a ligoté les parents avec des guirlandes électriques. Oui, et tu remarqueras qu'on ne voit plus la petite fille. Non. On sait pas ce qu'il en a fait, quoi. Oh, j'ai une vague idée, mais bon. Et là, le mec a un grain, quoi. En gros, il fait ça parce que ils ont un peu trop l'esprit de Noël. Ouais, enfin, j'ai pas compris. Enfin, t'as l'impression que le mec aime énormément Noël. Il est très à cheval sur les tradition, et en même temps il leur fait le reproche qu'il y a trop de décoration, que c'est décoré, tout ça. Ouais, de toute façon il a un souci avec Noël. Oui. Et il leur dit en gros que ce soir le programme, donc l'esprit de Noël, ça va être viol et brutalité. Oui. Pour des cadeaux, ça sera torture et viol. C'est sympa, hein. Très sympa. Et en fin de compte, on sent qu'il perd un petit peu patience. Oui. Et là, il sort son flingue, puis il les abat. Oui, il se dit, oh non, laisse tomber. Parce qu'il commence à faire tout un truc. Qui je vais choisir en premier? Qu'est-ce que je vais faire à qui en premier? Et en fin de compte, il dit, non, laisse tomber, je tire. Et à ce moment-là, générique. Retour à Briarcliff. Oui, dans la salle commune. Dans la salle commune, exactement. Et on retrouve Marie-Eunice qui vient de mettre un petit jazz de Noël. Que j'adore. De toute façon, il y a le mot. Dès que de toute façon, je vais dire Noël, vous, les gens derrière qui êtes en train d'écouter, quand je vais dire à chaque fois Noël, vous imaginerez en tout cas les yeux de Sandy s'illuminer. C'est une passion. Et Marie-Eunice annonce donc aux patients de Briarcliff que c'est le retour de la Noël, les yeux qui pétillent. Parce que l'année précédente,
le Sir Jude avait décidé que Noël c'était fini parce qu'il y avait eu trop de problèmes. C'était un fiasco. Bah, elle était bourrée. C'était la fameuse nuit où elle a Ah oui. de la oui, tempête en fait. Ils avaient mis un film. Oui. Enfin, c'était un Noël assez sobre, mais ça s'était quand même fini par Sir Jude complètement bourré, quoi. C'est ça. Et donc là, c'est Noël moins religieux, puisque putain. Sir Jude était très dans la religion. Oui. Là, Marie-Eunice, elle, c'est on va mettre un sapin, le Noël comme on a l'habitude de le vivre, quoi. Avec quand même des décorations de sapin très particulières. Oui, tout à fait. Mais tout le monde en file indienne et elle dit on va tous participer à la décoration du sapin. Et le premier à participer, c'est un petit vieux à qui elle prend son dentier. Non mais de suite, elle lui dit vous portez un dentier, vous? Quoi? Bah donc le dentier servira de décoration, on a le droit à des mèches de cheveux avec des rubans, enfin C'est ça. voilà, le tout sur une musique de Noël assez creepy. Ah non, j'adore. Non, c'est traditionnel, mais c'est vrai que je trouve cette chanson de Noël assez sombre. Ah ouais, mais ça fait tout le truc. Non, c'est ma préférée, hein. Enfin c'est peut-être la seule que j'aime d'ailleurs, mais c'est vrai que je la trouve assez particulière, celle-ci. De l'autre côté, il y en a pour qui c'est un peu moins l'esprit de Noël. C'est qu'on retrouve donc Frank, le gardien, Oui. qui est en train de prier au-dessus du cadavre de Grace, parce qu'on rappelle que dans l'épisode d'avant, c'est lui qui tire sur Grace Exactement. quand ils sont attaqués par la créature. Et donc il est dans la salle et il prie pour elle. Il prie, oui, en lui promettant qu'il va faire les choses correctement. Ouais, il s'en veut, hein. Il s'en veut énormément. Et là, on a eu un petit jumpscare, parce que la tête de Grace tourne et ses yeux s'ouvrent. Par contre, on ne sait pas. Alors, ça doit être quelque chose dans l'imagination de Frank. Peut-être. Je pense que il est un petit peu... De toute façon, ça le travaille, tout ça. Hein. Et donc, il dit à Grace, enfin, à son cadavre, en gros, que il va tout dire, quoi. Il va dire la vérité de pourquoi elle est morte, qu'elle soit pas morte pour rien, en fait. Voilà. Mais qui débarque dans la pièce? Docteur Arden. Et là, il a un petit peu entendu les prières de Frank. Ouais, mais de toute façon, le docteur Arden, j'ai l'impression qu'en fait, quand il débarque dans une pièce, ça fait au moins 2 minutes qu'il est derrière la porte à chaque fois. C'est ça. Chaque fois qu'il débarque quelque part, c'est jamais au bon moment. C'est vrai. Et là, du coup, il dit à Frank, vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de raconter tout ça aux autorités? Et pour lui, oui, c'est une évidence. Il faut qu'il assume les conséquences de son geste. Ça pourrait lui apporter des problèmes, mais lui, l'important, c'est qu'il a fait quelque chose qui est pas bien du tout. Parce qu'il doit être très chrétien. C'est quelqu'un de bien, Frank. Hein. Oui. Et donc, il s'en va. On a Sœur Marie-Eunice, qui est dans son bureau. Oui. La scène va très vite, hein. Parce que d'un coup, on a Sœur Jude qui débarque, et qui lui met un rasoir sous la gorge. C'est ça. Je me demandais comment le diable pouvait se déplacer si librement parmi les icônes sacrées. Comment un démon peut porter un crucifix et ne pas se brûler la peau. Et j'ai compris ensuite. C'est à cause d'elle. Vous utilisez Marie-Eunice comme bouclier. Elle est si pure. Si jamais je vous tranchais cette jolie petite gorge et libérais son âme pour qu'elle rejoigne le paradis, où iriez-vous ensuite, infecte monstre? Peut-être que je me mettrais en vous. Vous avez commis une énorme erreur en revenant à Briarcliff. Non, vous avez commis une erreur. Et je m'apprête à vous renvoyer là d'où vous venez, je veux dire en enfer. Ah oui? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chasser le diable à coups de bâton? Ce démon vous a piégé. Mais à ce moment-là, le docteur Arden, il débarque. Ça se passe pas trop bien pour Jude. Sœur Marie-Eunice dit à Arden, allez chercher quelqu'un de la sécurité, on a un intrus. Elle est reconduite de force vers la sortie. Et pendant qu'il regarde Sir Jude se faire expulser, on a quand même Arden qui dit à Marie-Eunice, on a un petit souci avec Franck qui veut tout raconter. Oui, en gros, il se dit, Sœur Marie-Eunice, elle va arranger les choses. Et d'ailleurs, elle lui dit, je vais m'occuper de tout ça. C'est ça. C'est un petit peu le parrain de cet asile de fous. Ah, carrément. Et là, on se retrouve dans un cachot, une geôle. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien Une dire geôle. geôle. Oui,
Et en fait, c'est le Père Noël creepy. C'est ça. Bon, qui a changé d'aspect, il a plus les cheveux courts, hein. Là, il ressemble à un vieux clodo. Exactement. Mais on sent que dans le cachot, c'est pas la joie, quoi. Non. Et Sœur Marie-Eunice débarque, et tout ce qu'on voit, c'est qu'elle ouvre une boîte et qu'elle sort un costume de Père Noël. La scène est très courte, hein. Très courte. Et là, petit flashback. Voilà, 1963. Donc on se retrouve dans la salle commune et Sir Jude prépare les patients pour la visite d'un photographe pour faire une photo de Noël avec tous les patients. Mais on rappelle que c'est un Noël chrétien, hein, donc c'est hyper sobre, hein. C'est ça. Et il y a ce Père Noël fou qui est menotté et il se plaint que ses menottes sont trop lourdes et que il a mal au poignet, il voudrait qu'elle lui enlève, mais elle refuse parce qu'il a tué 18 personnes de 5 familles en une seule nuit. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai une vague idée de ce qu'il a fait de la petite fille, en fait. Ouais. Je pense qu'elle fait partie des 18. Oui, je pense. Donc il lui dit oui, bah du coup votre photo, vous la carrez dans le fion, j'en ferai pas partie. Oui, et aussi elle est pas contente parce qu'il y a un des employés qui commence à distribuer des petits cadeaux. Ouais. Alors le père Timothy, lui, il est un peu plus cool quand même. Il dit ah ça va, ça leur fait plaisir. Oui, ils sont contents. Ils sont contents, donc allez, c'est peut-être pas prévu dans la foi chrétienne, mais c'est pas grave. L'important c'est que les patients soient contents. Et là, l'employé s'approche du Père Noël taré, et en même temps, le photographe arrive. Et du coup, là, elle est paniquée, et elle dit à Sœur Marie-Eunice, mais pourquoi le photographe est là? Et là, et elle lui dit, je croyais que vous étiez prête. Non, je suis pas prête. Quand elle s'est énervée, quoi. Et là, le Père Noël fou se jette sur l'employé et lui mord le cou. Ah, il le croque, hein. Il lui arrache. Oui, j'ai marqué, lui bouffe la face. En fait. Et là, du coup, Sir Jude, elle est pas contente. Elle dit c'est pas bien. Enfin, en gros, c'est foutez-moi ça dans la geôle. Que ce connard parte au trou, quoi. C'est ça. Et donc là, retour sur Marie-Eunice dans la cellule, dans la geôle. Et là, elle tend le costume de Père Noël donc à ce mec qui lui dit je pense pas que ce soit une bonne idée, hein. Vous savez que moi et Noël, c'est pas foufou. Oui, et elle lui dit un truc pour lui donner envie d'accepter, c'est que quand il était en prison et qu'il avait volé du pain, il avait été violé par 5 hommes sur fond de chant de Noël. Et que c'est pour ça qu'il a perdu l'esprit. C'est ça. Et en fait, il le forçait à chanter des chants de Noël pendant qu'il l'enculait. C'est ça. Parce qu'elle lui dit, le premier vous a pris votre virginité, donc je pense qu'il était très jeune, et tous les autres lui ont pris son honneur, quoi. Ouais. Et donc elle lui donne le choix, être la victime ou le vainqueur. Donc on se retrouve dans le bureau de Marie-Eunice et elle est affalée dans une chaise, en train de se fumer une clope devant la cheminée et en écoutant des musiques de Noël. Elle est glamour, hein. De ouf. Et il y a Dr Arden qui arrive à la porte. Commence à taper 2 mots et là elle lui demande mais les nazis, vous fêtiez Noël? Elle est hyper cash. Et là il lui apporte un paquet. C'est un petit présent de Noël. C'est ça, donc elle commence à se foutre de sa gueule en disant ouais c'est ça en fait, c'est une merde que vous avez acheté dans ouais c'est du coin. Mauvais parfum, un truc. Elle ouvre et là c'est une paire de boucles d'oreilles, certes voyantes, mais en rubis. Mais en rubis, ouais. C'est vraiment des bonnes boucles. Et ces boucles d'oreilles, elles ont une petite histoire quand même. Ah oui, oh putain. Magique comme histoire. En fait, ces boucles d'oreilles appartenaient à une juive. Et pour qu'elle ne puisse pas se les faire voler et en se disant qu'elle pourrait retrouver ses valeurs, elle avalait ses boucles d'oreilles et tous les jours, elle les récupérait dans sa merde. Miam, miam. Et Sœur Marie-Eunice, par contre, elle voit les boucles, elle est ouf, quoi. C'est, putain, elles sont trop belles, putain, elles me vont bien, regardez, enfin, elle voit que ça. Et ça déçoit le Dr Arden, quand même. Hein. Ah oui. Il est déçu parce tout ce qu'il voit, c'est qu'il lui a offert des bijoux qu'on traînait dans la merde. Oui, non, mais et surtout, cette histoire aurait dû l'attendrir, enfin, la rendre triste. Et au contraire, elle est ravie. Et ça, c'est pas l'habitude de Marie-Eunice qui est très compatissante. Ouais. Il regrette la période où elle osait à peine prendre la pomme d'amour qu'il lui avait donnée, quoi.
C'est ça. On retrouve Lana, donc qui est à l'infirmerie. Oui. Et Comment qui est ça en fait train de vomir ses tripes. C'est ça, elle est en train de dégueuler. Et donc, il y a quand même le petit mot d'une des sœurs qui lui fait ouais, c'est vrai que le cuistot, il se lave pas toujours les mains. Alors, pourtant, on lui a dit, hein, putain, super. Et là, elle lui dit, non, mais j'ai rien mangé, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que je suis en colère, tout ça. Elle veut savoir si, on a appelé, si Sœur Marionis a appelé la police pour dénoncer Tredstan. Mhm. Donc la sœur, elle lui dit, si elle vous a dit qu'elle l'a fait, elle va le faire, hein, y a pas de souci. Et on entend au loin, Grace, elle est morte. Grace, elle est morte. Ça vient d'un lit à côté, qui est caché par un rideau, et Lana dit, mais qui c'est qui est à côté Bon, la sœur lui dit, encore une âme perdue, mon cul sur la commode, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est Kit. Et en même moment, on voit Sir Jude, qui est allé voir la mère supérieure pour la supplier de retourner à Briarcliff, de trouver une solution pour qu'elle puisse sauver Sœur Marionis. Alors la mère supérieure, elle lui fait ouais, je vais voir ce que je peux faire, Sir Jude. Mais là, le téléphone sonne, elle décroche. Ouais, ah bon, ouais, 40% sur les. Ah ouais, c'est intéressant. Enfin bon, bref, elle raccroche et elle dit Sir Jude, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Donc là, je pense qu'en fait, on est dans un couvent. On n'est pas à Briarcliff, en fait. Non, c'est un couvent qui est juste à côté, mais c'est elle, la mère supérieure, qui dirige un peu tout, quoi. Et donc, on se retrouve dans une chapelle. Mm-hmm. C'est Arden qui est venu voir Jude. Oui, et il est là pour lui parler de Marie. C'est ça, et lui demander un service. Je ne me rappelle plus la dernière fois où je suis rentré dans une maison du culte. Pourquoi êtes-vous là? Je crois que nous sommes partis du mauvais pied, vous comme moi depuis le début. Peut-être est-ce parce que nous avons tous deux de fortes personnalités. Mais même si nos idéologies diffèrent quelque peu, je pense que notre engagement au sein même de Briarcliff n'est pas si différent. À quoi vous jouez? Vous devez vous imaginer à quel point c'est dur pour moi de me montrer comme ça devant vous. Je n'ai pas assez de temps pour le prologue. Allez à l'essentiel. Vous aviez raison. À propos de Sœur Marionis, elle a de graves problèmes. J'avais espéré pouvoir trouver une explication médicale à son mal, mais je n'ai rien trouvé. Elle ignore que je suis là. Elle vous fait peur? Non. Non, pas du tout, mais j'ai un travail à accomplir. Je ne peux pas me permettre de garder une nonne dérangée toute la journée. C'est pour ça que vous venez? Un problème de garde? Alors dans ce cas, allez en enfer. Vous aviez raison pour moi également. C'est vrai, je ne crois pas en Dieu. Mais par contre, je crois au diable. Je l'ai vu de très près. Je n'en ai aucun doute. C'est pourquoi sa pureté signifiait tant pour moi. Elle avait cette lueur en elle. Cette lueur a disparu. Je vous en prie. Et c'est un mot que je n'utilise pas souvent. Je vous en supplie. Ma sœur, aidez-moi. Je vais le faire pour elle, pas pour vous. Vous allez devoir suivre toutes mes instructions sans poser de questions. Vous devez me le jurer. Je vous le jure. C'est le grand jour dans la salle commune. Distribution de Bible, attention, hein, on regarde pas la dépense. Ah non. Ah, le père Timothy, là, vas-y que ça donne de la Bible. Hein. Et il dévoile une magnifique étoile pour mettre au sommet du sapin. Au début, c'est vrai que de loin, on dirait une étoile de chez Jiffy. Hein. C'est vrai. Rose et blanche. Mais après, quand on voit l'étoile de plus près, on se rend compte que tout est fait en verrerie, quoi. Voilà. Donc ça déconne pas quand même. Non. C'est pour mettre donc en haut du sapin. Magnifique sapin d'ailleurs, hein, parce que là, on voit la déco complète. Donc la guirlande, c'est du PQ, hein, essentiellement, hein, tout est en guirlande de PQ. Et quant aux boules de Noël, aux décorations, nous avons donc des dentiers, des mèches de cheveux, des poches à pisse, des seringues. Enfin, et là, le père Timothy, alors lui, il est dans un délire, hein, parce que lui, c'est bien, vous avez décoré ça avec leur quotidien, ça doit les toucher et tout. Les mecs, de toute façon, ils sont aux fraises, c'est des dingos. C'est ça. Et il est aussi étonné de voir que Lee Emerson, donc le père Noël taré, pouvait être calme avec les autres. Ouais, sauf que là, on s'approche
Et qu'en fait, on se rend compte que l'autre, il a une meuf sur ses genoux. Oh, Et lui fait, viens, on va se barrer, puis on va aller enculer des elfes. Enfin bon, il est barré. Hein, le mec, il est pas, bon, il a un esprit de Noël vraiment à lui, hein. Il a pas changé là-dessus. c'est ça. Et là, Marionis dit, hey Franck, faut vite aller chercher une échelle, attendez, il faut qu'on mette l'étoile en haut du sapin. Et là, on voit une porte qui s'ouvre. Oui. Et quelqu'un qui essaye de rentrer à un sapin de Noël, enfin un sapin en tout cas, et c'est Kit. Oui, qui est dans un appartement, qui ramène un sapin pour Alma. Alors elle est là, et en plus elle est enceinte. Oui, bien enceinte. Hein. Bien enceinte, ouais, ce qu'on appelle jusqu'aux cheveux. Enfin, vraiment... Et il commence à parler au ventre du bébé en s'agenouillant. Et là, il lève les yeux et en fait, c'est Grace à la place d'Alma. C'est ça. Donc, nous, on a cru que c'était un flashback, mais en fin de compte, c'est pas un flashback, c'est un délire, parce qu'effectivement, donc, Kit est sur un lit de l'infirmerie et il est complètement dans les vapes. Et en fait, oui, Lana est en train de lui chuchoter son nom. Et elle essaye de lui parler en lui disant, je sais que c'est bon, je sais que c'est pas toi, Bloody Face, je sais qui c'est, il faut absolument qu'on s'en aille tous les deux, enfin, faut qu'on s'enfuit, C'est ça. Enfin, faut le dénoncer. Et là, elle se demande, elle se dit, mais pourquoi t'es pas en prison? Puisque t'es censé être Bloody Face, t'es revenu à Briarcliff, ils auraient dû te dénoncer pour que tu repartes en prison, ils l'ont pas fait. Ça veut dire que moi non plus, ils ont rien dit à la police. C'est ça. Donc elle se rend compte qu'on se fout bien de sa gueule et donc elle lui dit, il faut que je trouve un téléphone. Et elle lui dit, t'inquiète pas, je reviens. Faut jamais dire ça, Lana. Jamais. Jamais. C'est la règle numéro 1 des films d'horreur. Ben ouais. Alors, on a Arden qui, comme prévu, fait rentrer Jude par la boulangerie. Oui. Et donc, elle lui dit, voilà, il faut me laisser seul à seul avec Marionis. Ce que vous allez faire, vous allez aller la voir et vous allez m'emmener dans son bureau. Et après, vous allez la faire venir dans son bureau. Et il faudra nous laisser toutes les deux. C'est ça. Et donc, il lui dit, bah, allons-y. Et on revient dans la salle commune. Donc, Franck apporte une échelle pour mettre l'étoile sur le haut du sapin. Et là, en fait, Emerson s'approche de l'échelle pour le faire tomber et il commence à l'attaquer avec l'étoile en verre. C'est ça. Mais Franck, il est pas pourri, hein. Non. Donc il reprend le dessus et il lui défonce la gueule à Emerson. Ouais, et il le reconduit à sa cellule. Alors là, pareil, on repart sur, comme d'habitude, des micro-scènes. Hein. Ouais. Spécialité de la saison 2. C'est ça. Lana rentre dans une pièce et elle trouve un téléphone. Oui, et au moment où elle décroche le téléphone, là, derrière elle, on voit Tredson qui arrive. C'est ça. Et il lui dit, qu'est-ce que tu essayes de faire? C'est d'appeler pour me dénoncer? Et là, on rechange de scène. Donc, Franck, il met le taré dans sa cellule. Ouais. Et il ferme la cellule à clé. Il se retourne. Et là, Marionis est derrière. Elle lui fait, ça va, il vous a pas trop posé de problème? Franck lui dit, bah non. Elle fait, si, je pense que si. Ça, j'espère que ça va pas se finir en bain de sang. Et là, elle l'égorge. Avec le rasoir avec lequel Sir June l'avait menacé. Elle lui fout un coup de rasoir. Et là, on voit donc ce fameux taré Emerson là qui se marre derrière sa porte de cellule. Ok, super. Et là, on se retrouve dans le bureau de Sir Marionis où Jude fait une petite prière en attendant Marionis. La porte s'ouvre, se referme. Et c'est pas Marionis. Non, c'est Emerson. Donc là, elle commence à flipper un peu. Bah ouais, parce que ça commence à puer du cul. On est bien d'accord. Et là, on se retrouve de l'autre côté de la porte, dans le couloir, et on s'aperçoit que Sir Marionis ferme la porte à clé. Et elle est accompagnée de Dr. Arden. Qui lui dit alors, je suis pas loyal? Hein? C'est vraiment un fils de pute. Hein. Mais de ouf. C'était bien un nazi. Il a pas de race, quoi. C'est vrai que, ouais, quand on a fait Mengele, hein, c'est la même chose. Hein. Le mec n'a pas de race, quoi. Alors, Jude, elle veut s'enfuir. Emerson, il l'en empêche, puis il lui fait comprendre qu'il a les nerfs. Hein. Ah, oui. Et il a les nerfs, et il lui commence à la frapper, à la fouetter, et il lui dit, je vais aussi t'enfoncer ton crucifix dans ton cul. Et c'est un des regrets de cette saison, c'est qu'on voit pas tout ce qui est dit, en fait. Ah, merde. Alors, on reprend notre petit dialogue entre Stretson et Lana. Oui. Donc il lui dit, à cause de toi ou grâce à toi, enfin bref, j'ai dû tuer Bloody Face. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est débarrassé de toutes les preuves qu'il pouvait y avoir contre lui. Et qu'il a nettoyé
toute sa maison. C'est ça. Maintenant, moi, je veux bien. Hein. Mhm. Il y a quand même un labo de boucherie sous son placard. Le mec, il a fait quoi? Il l'a pas enlevé, tu vois. Enfin, sous son atelier, il y a quand même une trappe. Mais il peut dire que c'est un laboratoire, c'est juste une pièce Ouais. carrelée. Ouais. Mais c'est quand même bizarre, la trappe. Oui, non, ça, je suis d'accord. Hein, donc, bon, c'est peut-être pas des preuves suffisantes, mais il a pas pu se débarrasser de tout quand même. Hein. Non. Mais bref, il a tué Bloodyface. Il y a plus aucune preuve, il y a plus rien. Et donc, il dit à Lana que il va la tuer. Hein. Oui. Il va la tuer, mais que avec sa peau, il va créer un nouveau Bloodyface. Exactement. Mais Kit est derrière lui et il l'assomme. Et pendant ce temps-là, on a toujours Serge Jude qui est malmené par Lee. Hein, bon, il est vénère. Il est vénère. Et là, il voit les cannes de Sir Jude. C'est ça. Et là, il a un petit flashback dans sa tête. Hein, il se rappelle que Sir Jude, elle a passé quand même, à mon avis, un bon gros moment de son emploi du temps à lui fouetter le cul. C'est ça. Des mauvais souvenirs. Et donc, il prend une des cannes. Hein. Et oui, il commence à lui fouetter le cul. J'adore ta façon de le dire. Oh merde. Alors Lana, elle, de son côté, elle veut tuer Tredson. Oui, mais Kit l'en empêche. Et lui, il veut pas parce que, non, c'est son seul moyen d'être innocenté, quoi. C'est de prouver qui est le vrai Bloodyface. C'est ça. Mais il a pas envie de finir sur la chaise. Bah ouais, hein, c'est pas une fin super glorieuse. Non. Surtout quand t'as rien fait. C'est encore pire. C'est vrai. On retrouve Arden, qui est dans les sous-sols, enfin dans les tunnels, et il pousse un chariot avec le corps de Grace. C'est ça. Et là, il y a une lumière intense qui l'aveugle. Et un bruit qui lui fout un peu une migraine. C'est ça. Et là, on commence à voir des bras d'extraterrestres. Et les lumières s'arrêtent. Et le corps de Grace a disparu. Bon, l'autre, il est toujours en train de s'amuser avec Sir Jude. Oui, là, il l'a foutu sur le lit. Je pense qu'il voulait un petit peu la violer. Comme la couleur? Pas tellement. Pas non, tellement. je pense qu'il voulait lui mettre sa bite dans sa chatte. D'accord, ok. Le kiki dans le froufrou. Voilà. Ça marche. Donc, mais là, elle arrive à trouver un coupe-papier. En fait, oui, c'est une espèce de flashback où on la voit attraper un coupe-papier sur son bureau pendant qu'il la frappait. Et elle lui fout dans la gorge. C'est ça. Et là, on retrouve pour une dernière scène, Kit et Lana qui bâillonné, attaché Tredson. Oui, dans une espèce de remise. De remise, ouais. Et ils ont caché un peu tout ça avec des matelas. Mm-hmm. Et puis, en attendant de voir ce qu'ils vont faire. Voilà, et elle lui dit elle dit à Kit de retourner à l'infirmerie pour éviter qu'on se doute de quelque chose. Et l'épisode se termine ainsi. Ce qui nous amène à l'épisode 9 qui s'appelle Expérience. Tintintin. On se retrouve chez une un thérapeute. Une thérapeute. Une thérapeute spécialisée dans l'hypnothérapie. Voilà. Et donc, elle reçoit un patient. Donc, pour l'instant, on voit juste ses jambes. Et donc, elle est là derrière son bureau et elle dit donc, depuis quand vous sentez que vous avez vous êtes venu parce que vous avez vu ma pub pour arrêter de fumer. C'est ça. Mais on reconnaît sa voix, par contre. Ouais, on reconnaît sa voix française, nous, pour le coup. Hein. Mais bon. Mais puis bon, on savait. Mais ça va vite, donc il dit non, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour faire un régime, je suis là parce que j'ai des excès de violence et il faut que ça s'arrête. Et c'est notre Dylan McDermott. Exactement. Monsieur, j'ai pas d'expression. Mais je suis un plouc là. Ouais, un peu, ouais. Bon, donc il en a marre parce qu'il a des accès de violence déjà tout petit. Hein. Déjà tout petit, il avait un petit kiff, c'est de récupérer des chats morts, puis de les écorcher. Oui, il les écorchait, mais il a arrêté depuis son adolescence. Enfin non, il a arrêté de prendre des morts. Il s'est dit, tiens, je peux faire ça avec des chats vivants, je peux les tuer moi-même. C'est ça. Et là, il dit, vous saviez, docteur, que souvent, les gens qui font du mal aux animaux, c'est signe de psychopathie. Exactement. Et elle, plus ça va, plus on sent qu'elle est pas bien quand même. Oui. Là, elle se dit, putain de merde.
Et en fait, il lui dit aussi qu'il a envie d'écorcher des femmes. Et pendant qu'il lui dit ça, on le voit en fait écorcher une femme. Donc il lui explique que il est allé en prison. En gros, il avait du temps à faire et donc il s'est demandé qui étaient ses vrais parents. Et il a trouvé. Et donc maintenant, il habite dans la maison de son père. Et que de là, il a des envies d'écorcher des femmes. Mais comme il n'a pas la formation nécessaire, médicale nécessaire, il a fait un peu n'importe quoi, donc ça a été une vraie boucherie. Ouais, là, on a un petit flash où on voit donc un Bloody Face occupé à écorcher une nana qui se débat beaucoup, peut-être à cause de la douleur, c'est possible. Peut-être. Et elle fait tomber son scalpel. Donc Voilà. là, Bloody Face, il enlève son masque, c'est notre Dylanou à nous, et il lui fait tu arrêtes de bouger, c'est un travail minutieux, quoi. Le mec est vénère parce que la meuf a mal, quoi. C'est ça. Et il révèle son nom à la thérapeute, qui n'est pas Morgan, mais Stretson. C'est Voilà. le fils de Bloody Face. Et là, générique. Lana a été appelée dans le bureau de Marionis. Oui. Et donc, elle lui dit, en gros, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que manifestement, vous n'avez plus votre maladie qu'est le lesbianisme aigu. La perversion sexuelle. Hein, elle a perdu sa perversion parce que manifestement, elle est enceinte. C'est ça, elle est enceinte et donc Lana, bon, elle sait d'où ça vient ce bébé, hein, parce que je pense qu'elle a pas vu de Kiki très très souvent. Non. Donc la dernière fois, elle s'en souvient et elle lui dit, je veux pas de ce bébé. Mais Sœur Marionnier s'est dit non. Non, on a l'habitude des grossesses non désirées à l'asile. Dès qu'il va un petit peu grandir, on va l'amener chez les enfants perdus. C'est ça, puisque de toute façon, la moitié, ils sont dingos, de toute façon. C'est ça. Les enfants de dingos, ça donne des dingos. Bon, Lana, elle fait profil bas, bon, d'accord. Elle va pour s'en aller, et là, elle s'évanouit. C'est ça. Maintenant, on comprend mieux pourquoi elle a dégueulé. Oui. Et on retrouve Jude. Tu remarqueras que j'ai pas dit Sœur Jude. Non. J'ai dit Jude. Parce que elle est menottée au lit avec un espèce de truc en métal autour de son crâne. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, ça. Enfin, je trouve ça gros pour maintenir une tête, tu vois. Une lanière, ça aurait suffi, quoi, mais là. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Et là, il y a Père Timothy qui est là. Enfin, C'est Monseigneur qui est là. Et qui lui dit, que c'est elle qui a tué Franck. Oui, mais là, surprise, tadadam. Moi, je pensais qu'elle avait tué le Père Noël taré. Et non, c'est Franck. Et là, on a une espèce de scène où on se retrouve dans le bureau d'un juge, d'un procureur, chose comme ça. Oui, un juge et un greffier, ils recollent les témoignages du meurtre de Franck. C'est ça. Donc, on a le Père Noël taré qui témoigne. On a Sœur Marionnis, le docteur Arden, Monseigneur Timothy, même la mère supérieure. Oui. Qui est peut-être la seule à dire vraiment la vérité. Oui. Elle dit juste, c'est vrai qu'elle était, en ce moment, elle était pas bien, quoi. Ouais. Mais tous les autres, ils donnent une version des faits qui est fausse. Ah oui, tout est faux et ils sont vraiment tous contre elle, quoi. Même le Père Noël taré dit, c'est vrai que j'ai fait des choses vraiment pas bien, faut que je paye. Je regrette, mais là, j'ai rien fait, quoi. C'est ça. C'est pas moi. Et c'est pas faux, c'est pas lui. Ah non, c'est Marionnis. Oui, mais non, mais il lui parle, le juge, je crois qu'il lui dit aussi, vous avez quand même tué 18 personnes. Ah là, il dit oui. Il dit c'est vrai que j'ai fait des choses qui, bon, c'était peut-être un peu répréhensible. Mais je paye et j'assume. Oui. Bon, ma moralité, Jude va être enfermée à vie à Briarcliff, quoi. C'est ça, va finir ses jours là-bas. Et en tant que patiente. Ah oui, c'est pour ça que ce n'est plus sur Jude. C'est devenu Jude. Bon, Lana, elle est en train de bosser à la boulange. Et là, elle repère un mec. Donc, c'est très très court encore comme scène. Elle repère un mec qui amène un portant avec des fringues. Oui. Et là, le portant, ça y est, elle lâche plus son regard du portant, là. Oui, elle se dit, ça va être peut-être un moyen de sortir ou... Oui, je l'ai pris comme ça, moi. Moi aussi, j'ai cru que c'était un truc où elle s'était dit, il y a un moyen de s'évader, tu vois. C'est ça. Timothy rentre donc dans les appartements, entre guillemets, de Sir Jude.
Oui. Donc là, il y a des cartons qui sont faits. Et là, il y a quelque chose qui attire son regard, quelque chose de rouge dans un carton. C'est la fameuse nuisette. Il la prend dans ses mains, pardon, et on sent que Il ça est troublé. commence à lui faire zizi bâton, hein. Vas-y, va-t'en. Et Marie-Eunice débarque à ce moment-là. On dirait qu'elle avait pas mal de secrets inavouables. Ah, ma sœur. J'ai été surpris. Désolée, je veux seulement réunir ces affaires pour les donner aux pauvres. J'ai été aussi choquée que vous en découvrant ça. Je me demande à qui elle pensait quand elle enfilait ce genre de choses. Oui, enfin, tout cela ne nous regarde plus de toute façon. Vous savez que nous partagions un rêve? Oui, elle me l'a dit. Apparemment, vous vouliez devenir pape. C'était des confidences. Elle ne devait parler de ça à personne. Vous savez ce que je lui ai dit quand elle me l'a confié? Je lui ai dit, c'est à Rome qu'il trouvera la place qu'il mérite. Elle était ravie quand vous lui avez dit que vous l'emmèneriez avec vous. Comme une jeune fille qui vient de recevoir sa bague de fiançailles. Je me demande si j'avais été plus attentif, est-ce que cette tragédie aurait pu être évitée? Ah, monseigneur, comme elle l'aurait dit elle-même, pas de nombrilisme, c'est une perte de temps. On a trop de pain sur la planche. Vous deviez vous concentrer sur vos projets. Le seul qui compte, c'est de sauver des âmes. Ça aussi, c'est une chose qu'elle a dite. Oui, bien sûr. Je suis consciente que jamais je n'arriverai à remplacer Sir Jude. La Sir Jude que nous connaissions et que nous aimions, en tout cas. Mais sachez que je suis totalement à votre service. Je veux vous aider à sauver des âmes, monseigneur. Et je vous suivrai jusqu'à Rome. Bon, on retrouve Lana, donc qui est partie de la boulange, et on sait pourquoi maintenant. Elle avait le portant dans Oui. sa vision. C'était pour récupérer un cintre pour pouvoir. Bah, en tout cas, pour l'instant, on sait pas, mais c'était pour récupérer un cintre, et là, elle commence à le dépioter, quoi. Bon, Jude, elle est toujours entravée, et elle se débat. Oui, parce que y a deux religieuses qui veulent lui donner un médicament de force. Et elle leur dit, mais arrêtez, machin et tout. Mais là, les autres sœurs, il y a plus de sœur Jude, là. Ah non. Limite, on se dit, elle l'aimait pas avant, et maintenant, elle se venge, quoi. C'est ça. Il y en a une des deux qui lui fout une tarte dans la gueule. D'un autre monde. Ah, c'est clair, quoi. Mais là, Timothy arrive, il dit, ah, stop, c'est bon. Ça va, mes sœurs, là? On arrête, on sort. Bon. Et il lui dit, alors, on sait même pas trop, mais je sais même pas pourquoi il fait ça, en fait. Ben, si, parce qu'en fait, pendant le moment chez le juge, là, Emerson dit, je lui pardonne de toute façon pour tout ce qu'elle m'a fait. Oui, mais ce que ça apporte à Timothy, Ah bah, lui, c'est quand même un religieux, il se dit, se repentir est très bon pour ouais, la foi. ouais. Il amène Emerson avec lui, Voilà. qui dit à Sir Jude, pour tout ce que vous m'avez fait, je vous pardonne. Et là, on a le droit à un petit flashback, donc en 1963, donc l'année d'avant, Voilà. où les rôles étaient inversés, hein, un peu. C'était lui qui était attaché, et puis elle qui lui disait, tu vas en chier, mon grand. Oui, je lui ai dit, là, vous allez pouvoir réfléchir. Et il lui dit, bah, comment je vais faire? Je suis attaché et je peux même pas me branler. Comment je fais pour réfléchir? Ah, c'est ce que t'as retenu. Oui. Mon Dieu. Alors, Kit, il est allongé sur son lit dans l'infirmerie, donc il fait semblant de prendre son calmant. Oui. C'est-à-dire que son intraveineuse, il la met dès qu'il entend du bruit, sinon, bon, bah, ça coule dans le pot de chambre. C'est ça. Et Lana, elle veut toujours tuer Tretson, mais lui dit, ben non, faut pas le tuer, quoi. Sinon, moi aussi, je vais griller. Il faudrait que Stretson avoue avant. Voilà. Et là, elle lui dit, bah attends, j'ai une idée. Et à Arden, bon, on voit une scène vite fait où il est dans le tunnel, parce qu'il cherche une explication, hein. Il se Oui. dit, c'est chelou, et il trouve un petit truc. Une marque. Ouais. On retrouve Lana. Elle va aller voir Tretson. Voilà, et là, elle lui enlève le bâillon, elle lui offre de l'eau. Et elle commence à lui dire, je vais te tuer, t'es un connard, en gros. Et elle lui montre ses résultats en disant, je suis enceinte de toi. C'est ça. Et là, il est fou, là. Il fait quoi? Je vais être papa, c'est vrai? Non, mais c'est dingue. Je vais être papa, putain.
Garde-le, s'il te plaît, je C'est- ferai tout et n'importe quoi pour Ouais, ouais, toi. elle lui dit, il va aller chez les dingos et tout. Il fait, non, mais on sait ce que ça donne, un enfant séparé de sa mère. Enfin, là, il est pas bien, là. Et là, elle lui dit, non, mais je vais pas le garder, t'es dingue, je vais m'en débarrasser. C'est ça. Donc, elle sort le cintre. Et Ouais. en gros, elle enlève sa culotte et elle lui dit, tu vas avouer, sinon, bah, je m'avorte devant toi, quoi. C'est ça. Et là, il commence à lui dire tout, ce qu'il a fait, telle nana, ce qu'il lui a fait, où il l'a trouvé. Enfin, il Voilà. commence à énumérer. À un moment, il va pour l'insulter, mais il entend sa propre voix. Voilà. Parce qu'en fait, Kit était derrière et il a tout enregistré avec un enregistreur de poche. Ouais, enfin un gramophone enregistreur, quoi. C'est ça. Un truc immense. Mais il a réussi à l'enregistrer avec sur un appareil avec des bandes. Et là, là, Lana lui dit, je me suis déjà débarrassée du gamin hier soir. C'est ça. Et on a un flash où on la voit s'avorter à coups de cintre. Et il y avait du sang partout. Alors, Kit, il se barre avec les bandes et il commence à les planquer sous une baignoire. Mais qui arrive à ce moment-là, hein? Arden! Et voilà, le mec, il est toujours là dans les bons plans. C'est ça. Et il lui dit, ah, Monsieur Walker, ce serait bien qu'on se voit dans mon bureau. Donc, Kit s'en va. On voit que Arden regarde la baignoire. Alors, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a pas vu? On ne sait pas. On sait pas pour l'instant, ouais. Mais en tout cas, il y a un truc. Et là, on les retrouve donc dans le bureau d'Arden. Arden lui sort un petit whisky 18 ans d'âge. C'est ça, il lui allume une cigarette. Enfin, il le met bien. Et Ouais. mais Kit, il fait attends, c'est quoi, tu veux quoi là? Et là, Arden lui dit, j'ai vu ce que vous avez vu, donc je C'est vous ça. crois, tout ça. Mais il lui dit, je veux les faire revenir, quoi. Je veux les faire revenir, et j'ai l'impression que t'es la pièce maîtresse, en gros. Si toi Oui. t'es en danger, ils vont vouloir venir te sauver. Mm. Donc Kit lui dit, ouais, vous allez me tuer. Il fait, je vais presque te tuer. Presque. Faut que tu sois à la limite. Il fait, par contre, l'idéal, ce serait que tu sois consentant. Donc là, Kit, et il se Ok. rebelle. Non, pas du tout. Il se rebelle pas, le mec. Il fait, Non, oh mais non, c'est d'où- cool. Ça me va. Il lui dit, si ça me permet de revoir Alma, y a pas de problème. Et là, mais comment tu peux faire confiance à ce mec-là? Mais c'est ça. Mais jamais. Même si je croise extraterrestre, c'est mort, quoi. Enfin, ouais. Mais il lui dit, c'est bon. Alors là, petite scène, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Non, parce que c'est un fiasco. Total. Lana se planque dans la boulange, à la Ouais. fermeture. Elle va pour piquer un couteau. Mais elle se fait prendre par un surveillant. C'est ça, qui lui dit, bon, écoute, tu me rends le couteau, et puis puis on en reste là, quoi. Je dirai rien. Les mecs C'est doivent ça. être habitués, en fait. Oui, je pense que c'est souvent. Donc, ils vont pas foutre tout le monde au cachot dès qu'il y a une couille. Elle lui dit, c'est bon, tu rends le couteau, et puis, On a Lee qui est dans la chapelle, donc notre taré Père Noël, là, qui est dans la chapelle, il est en train de prier. Et alors là, on a une double scène, en fait. C'est des petites scènes qui sont entremêlées de présent et de futur. Oui. Enfin, présent et futur très proche. Oui, futur très proche. Donc, en gros, on a Timothy qui vient lui parler, qui croit vraiment en sa repentance, en fait. Oui. Il croit vraiment en sa repentance et il lui dit, et il pense que ça serait une bonne chose pour lui, sûrement pour devenir pape, de dire qu'il a réussi à ramener vers le droit chemin un mec aussi taré qu'Emerson, quoi. C'est ça. Donc, il veut l'emmener vers les voies de Dieu, vers la bonté, vers tout ça. L'autre, il dit, ouais, moi, je suis OK, moi. Moi, franchement, on y va, padré, quoi. Et en même temps, on voit donc des scènes où il prépare Emerson au baptême. Au baptême. Et là, il se retrouve donc dans un Bassin. C'est très américain de baptiser comme ça. Hein. Oui, dans un petit bassin. Dans un petit bassin, donc Emerson se met dans le bac. Là, Timothy plonge le mec, il est baptisé. On se dit tout est bien qui finit bien, mais pas vraiment en fait. Non, parce que de suite, il prend la tête de Monseigneur et il la fout dans l'eau. Il essaie de le noyer, quoi. Donc non, le baptême n'a pas fonctionné. Non, la rédemption repassera. Hein. C'est ça. Lana, elle retourne en cellule. Et comme elle a pas de couteau, bah, elle récupère son cintre. Hein. C'est ça. Et là, elle le customise. Enfin, elle le customise, c'est-à-dire qu'elle lui change la forme. Voilà, et elle s'entraîne à le planter dans un oreiller. Elle va s'en servir comme couteau. Hein. Oui. Elle quitte sa chambre et elle va vers la réserve pour régler son compte.
à Stratton. Mais il est plus là. Alors elle cherche. On la voit, elle est dans les couloirs, elle cherche. Et c'est Stratton qu'elle trouve? Non, c'est Sœur Marionis, comme toujours. Et Sœur Marionis, elle a des petits trucs à lui dire. Oui, parce que elle la voit avec ce cintre et donc Lana lui dit c'est trop tard, je me suis déjà fait avorter. Et là, elle met sa main sur son ventre et elle lui dit non, il est toujours là. Et ça va être un petit garçon. Super. Et donc du coup, on fait un bond dans les années 90. Oui, je pense que c'est à peu près ces années-là, ouais. On a une dame qui rentre donc chez la thérapeute. Oui. Et elle retrouve la scène en bordel. Ouais, voilà, le bureau il a été saccagé. Et la thérapeute est sur sa chaise, mais la chaise est retournée vers la fenêtre en fait. Voilà, donc elle l'appelle, elle répond pas, donc elle s'approche doucement et elle retourne le fauteuil et on voit que la thérapeute est morte. Ouais, elle a pris cher. Alors elle se retourne, elle hurle un peu et on a Bloody Junior qui est là. C'est ça. Voilà, il est là, plein de sang, toujours avec autant de choses dans le regard qu'un chat mort. Exactement. Et moi aussi, je l'ai appelé Bloody Junior. Bah ouais, bah exactement. Il a eu tellement mignoné dedans. Salle commune, Dominique, tout ça. Oui. Et Sœur Jude, elle arrive dans la salle commune et là, on sent qu'elle est plus, elle a perdu ses repères. C'est plus comme avant là. Non. On dirait qu'elle découvre la salle commune. C'est ça. Et elle voit Lana au loin, donc elle se rapproche d'elle. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Le genre de choses que je vous faisais. Donnez-moi une cigarette. Allez, nom de Dieu, donnez-moi une cigarette, je l'ai mérité. Merci. Je m'en veux, Lana. Vous permettez que je vous appelle Lana? Bien sûr. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je vous ai fait. Mes actions étaient pires que mauvaises. Elles étaient franchement immorales. Et même criminel. Oui. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Mais je vais me rattraper, je vous le promets. Comment? Je peux vous faire sortir d'ici. Sortir? La dernière fois que quelqu'un m'a promis ça s'est pas très bien passé. Oui. Vous n'avez pas confiance? Non. J'ai confiance en personne, ni en quoi que ce soit. Oui, mais je vais mériter votre confiance. Vous croyez? J'en suis sûre. Les choses vont changer par ici. En tout chemin, en tout lieu, et le parc du bon Dieu. Et donc, elle éclate le disque, quoi. Ah oui, là, Dominique, c'était une fois de trop. C'était une fois de trop et vraiment. Et même pour nous, ça a été une fois de trop. Et donc là, ça va changer. Elle dit, il va y avoir du changement là, les gars. C'est ça. Bon, bah c'est l'heure pour le grand voyage. Voilà, donc on se retrouve dans le laboratoire du docteur Arden. Et là, il lui explique qu'il va lui injecter du chlorure de potassium directement dans le cœur. Pour faire arrêter de battre le cœur directement. Voilà. Et pendant quelques minutes, et pour le faire repartir, il va utiliser de l'adrénaline et de l'atropine. D'accord. Donc en gros, vous avez vu l'expérience interdite? Bah c'est ça. Oui, c'est exactement pareil. C'est exactement ça. Et il y a toujours de l'adré. Il y a toujours de l'adré. Hein. Et c'est parti. Donc il le pique en plein cœur en lui disant, au fait, ça va être douloureux. Hein. Ah mais ouais. ça, il l'a prévenu que juste avant, parce qu'il fallait quand même qu'il garde son petit côté sadique. Ouais, mais Kit, il a peur de ouf, hein, tu le vois. Bah tu m'étonnes. Bah ouais. n'importe qui aurait peur.
À mon avis, ils l'ont pas montré, mais il a eu la chiasse. Hein. Ah oui, carrément, toi. Oui, Ok. oui. Il y a toujours de la chaise quelque part chez toi. Alors, donc, il le pique en plein cœur, comme t'as dit. Là, tout de suite, quitte, il s'en va. Hein, il y a plus Il personne, convulse. plus de son, plus d'image. Et direct, hein, Ah ouais. stroboscope. Bam, 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 bam. La grosse musique. On dirait franchement qu'il y a un mec avec une guitare électrique, quoi. Tu sais, avec un Oui, ampli de c'est malade. vrai. C'est ça, en Ouais. fait. Ouais, Et ouais. les stromboscopes. Et il voit que les stromboscopes, le docteur Arden voit que les stromboscopes arrivent d'une cellule. Ça arrive, la lumière sort vraiment par le passe-plat. Ouais. Et donc, il se dirige vers ces stromboscopes. Il ouvre la cellule. Et là, Grace et Piper. Piper se retourne et elle dit au docteur Arden, l'enfant va arriver, quoi. Et là, elle laisse sa place. On découvre Grace enceinte bien. Elle a eu, elle a eu la gestation d'une souris. C'est ça. Et elle est à poil, se tenant les seins. Et on Elle a voit une son très gros jolie sein. peau d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà. Ok. Non, et alors, donc l'autre il fait Grace, qui, quoi, pourquoi? Mais Piper, qui a l'air d'un coup très très mûr en fait. Oui. Il y a plus ce côté dingo. Elle lui dit, il lui faut une chambre. Et vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle. C'est ça. Comme si c'était pas vraiment elle dans ce corps. Hein. Ouais, voilà, on a l'impression avec d'un coup elle a toute sa tête, quoi. Alors qu'on est bien d'accord qu'elle est bien dingo normalement. Oui. Mais ils ont dû rectifier le truc. Dernière scène, on a un mec qui est là avec son seau, là, le gars de l'entretien en fait. Il est dans la chapelle, il va aller nettoyer l'église. Et il lève la tête. Et Monseigneur est sur la croix, comme Jésus. L'autre, il hurle, il se barre en courant. Et là, on voit qu'il est pas mort. Hein. Non. Il est à la limite. Hein. Il est pas bien, tout ça. Et donc, quelqu'un arrive, doucement, avec classe, j'ai envie de dire. Très classe. L'ange de la mort. Il lui dit... Aidez-moi. Aidez-moi. Et elle lui fait, mais je suis là pour ça. Et l'épisode se termine ainsi. Oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est vrai, mais toujours aussi classe. Hein. Toujours. Eh ben, c'était 2 épisodes plutôt sympas. Oui. Sympa. Bon, toujours les micro-scènes, hein, donc à noter, c'est pas évident, mais... À expliquer, ça va, mais à noter, c'est vrai que c'est intense. C'est intense, ouais, ça c'est chiant, mais par contre, j'aime beaucoup cette saison. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable que Murder House. Oui. Bon. Ils ont appris de leurs erreurs. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver essentiellement sur Instagram. Ouais, vous pouvez passer sur Discord. Hein. De toute façon, on verra que vous passez. Hein. C'est pas un souci, on vous fera un coucou comme vous voulez. Mais essentiellement Instagram, parce que Discord, c'est bien beau, mais on a une vie. C'est clair. Et on vous dit à la prochaine avec des bisous. Des bisous. Of my regrets and remorses, all the straight food